Et c'est là où il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir au droit international, l'application du droit international, de façon à ramener euh, l'Occident en général, mais dans le cas particulier, ramener Israël sur le chemin du droit international. Et je ne pense pas beaucoup me tromper, je ne me suis pas beaucoup trompé dans le passé pour expliquer ce qui arrive aujourd'hui. Je ne pense pas beaucoup me tromper aujourd'hui que si Israël ne revient pas dans le champ du droit international, Israël risque de disparaître. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, vous êtes ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2020 Gouverné par les fake news aux éditions Max Milo et vous venez de publier Opération déluge Al-Aqsa concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Max Milo. Dans ce dernier livre, vous analysez longuement, avec une rare précision, les événements du 7 octobre, ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens. Nous allons aujourd'hui parler de 5 événements qui ont fait la une de l'actualité ces derniers jours, à savoir la mort du président iranien Ibrahim Raisi le 20 avril dernier, la décision de la Cour pénale internationale d'inculper le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense israélien et 3 dirigeants du Hamas, le 21 avril toujours, la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, le 22 avril, et également des dirigeants politiques du Hamas qui auraient été gentiment demandés de quitter le Qatar sous la pression américaine début mai, et enfin, évidemment, la situation militaire à Gaza et en particulier à Rafah ces derniers jours. Alors, première question, quelle est votre analyse de l'accident de l'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raisi survenu le 20 avril dernier? Alors, comme vous l'avez dit, il s'agit très vraisemblablement d'un accident, même si les hypothèses concernant un attentat ont été évoquées. Elles ne sont d'ailleurs pas complètement implausibles, puisqu'on sait que les services de secret israéliens ont déjà commis de nombreux attentats qui sont en fait de nature terroriste contre l'Iran, en Iran même et en dehors de l'Iran. Et par conséquent, l'idée que ça puisse être une action inspirée par Israël n'est pas complètement absurde. On sait également que dans le nord de l'Iran, opèrent des branches armées des Moudjahidines du peuple, qui est une organisation qui était considérée comme terroriste entre 1997 et 2012. Et puis, cette structure a commis de nombreux actes de terrorisme au profit d'Israël, d'ailleurs. Ça a d'ailleurs été évoqué, je peux le mettre ici, déjà dans les années 2012 par la presse américaine. Donc on sait que les Moudjahidines du peuple sont utilisés pour des actes terroristes. Ça s'est un peu calmé après 2012. Donc comme je l'ai dit, les Moudjahidines du peuple étaient considérés comme terroristes entre 1997 et 2012. En 2012, les Américains les ont retirés de cette liste. C'est peut-être pour pouvoir d'ailleurs les financer et les utiliser, puisqu'ils ont encore été utilisés par Donald Trump contre l'Iran. Donc, l'hypothèse n'est pas complètement absurde, même si à ce stade, rien ne permet d'indiquer qu'il y a effectivement un attentat. Je pense que tout le monde s'accorde plus ou moins à dire qu'il s'agit d'un accident pour l'instant. Et de toute façon, je pense que même si on constatait que ça n'était pas un accident, l'Iran probablement maintiendrait sa position de ne rien pas divulguer, si vous voulez, la possibilité d'un attentat, parce que ça placerait l'Iran dans la même situation qu'après l'attaque contre l'ambassade de Damas. C'est-à-dire que l'Iran se trouverait un peu contraint à agir, et comme on serait sur un acte de guerre particulièrement important, si c'est l'élimination du président, on pourrait aller vers l'escalade. Et on peut imaginer que les Iraniens, et on a vu d'ailleurs dans la manière très mesurée qu'ils ont eue de répondre à la provocation israélienne, on peut s'imaginer que les Iraniens ne veulent pas être entraînés dans un conflit et que par conséquent, même s'ils constataient que c'était un attentat, ils garderaient deux principes, je dirais, stratégiques. Le principe cher à Macron de l'ambiguïté stratégique, si vous voulez, c'est-à-dire que
on sait ce qui s'est passé, mais on laisse l'adversaire dans l'expectative d'une réponse, et c'est ce principe-là que d'ailleurs Macron n'a pas très bien compris. Et puis, il y a le deuxième principe, mais qui cette fois-ci est un principe très iranien, c'est le principe de la résilience stratégique, ou de la patience stratégique, si vous préférez, qui est que on ne réagit pas immédiatement nécessairement aux événements, on ne réagit pas de manière, on réagit pas de manière impulsive, mais on attend le bon moment pour frapper, on frappe plus juste, de manière plus mesurée, de manière plus stratégique. C'est une manière d'agir qui est beaucoup plus en fait stratégique que ce que font les Occidentaux, et qui probablement à terme est une stratégie plus payante en définitive. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que l'Iran avouerait, pas avouerait, parce qu'il ne s'agit pas d'avouer, révélerait un attentat terroriste. Donc, l'idée de l'accident reste en l'état la plus plausible. On sait que l'hélicoptère, un Bell 212, utilisé par l'Iran, c'est un hélicoptère que les Iraniens avaient déjà depuis les années 70. Hein. On se rappelle que l'Iran était un pays qui était en grande partie alimenté ou armé par les États-Unis, mais pas seulement d'ailleurs, c'est aussi intéressant de le rappeler, on a tendance à oublier que l'Iran, durant la guerre froide, enfin jusqu'à la chute du régime du Shah, est un pays qui a toujours essayé de garder un équilibre entre ses fournisseurs. Et vous aviez une bonne partie des fournisseurs militaires qui étaient des fournisseurs occidentaux, et une autre partie de ces fournisseurs qui étaient des fournisseurs du bloc soviétique, pourrait-on dire, de façon à garder un peu cette position intermédiaire entre les deux. Et bien leur en a pris d'ailleurs, puisque lorsque il y a eu la révolution islamique en 1979, les Américains ont cessé d'approvisionner l'Iran en armes, et par conséquent, mais l'Iran avait quand même une force armée, puisque le bloc soviétique n'a pas mis d'embargo, si vous voulez, sur l'Iran, et l'Iran a pu continuer à s'approvisionner du côté soviétique, et c'est cette relation d'ailleurs qui a perduré et que l'on retrouve encore aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore des matériels qui sont en service dans l'armée iranienne, et notamment ces Bell 212 qui datent de l'époque de la guerre du Vietnam en réalité. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre de ces Bell 212 ont été réaménagés il y a 3 ans pour les transports de VIP, de personnalités. Donc, on a réaménagé l'intérieur, on a fait un intérieur un peu plus confortable que pour des avions, des engins militaires. Et c'est probablement la raison pour laquelle le président Raïssi a utilisé cet hélicoptère, qui est un hélicoptère dévolu aux personnalités. Maintenant, un hélicoptère est un engin qui est par définition très vulnérable, très fragile et extrêmement sensible aux conditions météo. D'ailleurs, les hélicoptères Bell de ce type-là ont enregistré depuis 1972 plus de 430 incidents. Parmi le nombre de ces incidents sérieux, donc des crashs de ces hélicoptères, 160 ont conduit à des pertes de vie humaine. Donc, on est sur quelque chose assez fréquent et qui est lié un petit peu à la nature de l'appareil. Ceci étant, le fait que les Américains aient placé un embargo sur les pièces de rechange et tout ça, on peut imaginer aussi qu'il y avait un degré de vétusté qui faisait qu'il y avait, en plus de la fragilité inhérente aux hélicoptères, eh bien, un élément de vulnérabilité supplémentaire. Est-ce que les dirigeants iraniens étaient conscients de ce phénomène? Est-ce que les militaires ou ceux qui ont transporté le président étaient conscients de ces vulnérabilités? Je ne le sais pas. Il y a une enquête qui est en cours en Iran pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident, donc on verra bien. Ceci étant, j'ai moi-même été dans une situation qui était comparable, non pas dans un hélicoptère, mais alors que j'étais chef du renseignement des Nations Unies au Soudan. On a eu un incident tout à fait semblable, aussi avec un hélicoptère qui s'est écrasé, avec le futur dirigeant du Sud-Soudan, John Garang, qui était
la personnalité favorite des Occidentaux pour diriger le Sud-Soudan, qui était une personnalité à la fois militaire et politique du monde soudanais, mais qui faisait partie de l'opposition, si vous voulez, puisqu'il était au Sud-Soudan. Et quand son hélicoptère s'est écrasé, eh bien, on a commencé, il y a eu les mêmes rumeurs qu'on a eues à propos de Raïssi, c'est-à-dire que on a vu tout de suite un attentat de la part du gouvernement soudanais. Grâce à mes réseaux de renseignement, j'ai pu constater que ce n'était pas le cas et qu'il s'agissait réellement d'un accident. Et j'ai pu très rapidement prendre contact avec le dirigeant des forces rebelles ou des forces d'opposition, si vous voulez, mais qui étaient des oppositions armées au Soudan. Il y avait un quartier général qui était dans les environs de Khartoum, c'était Polino Matip. Et j'avais de bons contacts avec lui et je me suis immédiatement rendu, on s'est rendu d'ailleurs avec un de mes collaborateurs parce que les émeutes avaient commencé à éclater à Khartoum et il a fallu que j'aille dans un triporteur un peu anonymisé, si vous voulez, avec mon collaborateur. On est allé jusqu'au quartier général pour annoncer que ça n'était pas un acte du gouvernement et qu'il devait prendre influence pour arrêter les émeutes, et ce qu'il a fait d'ailleurs. Et puis, on a également fait une intervention auprès des médias soudanais pour essayer de calmer la population et pour préciser que le gouvernement n'était pas impliqué dans ce crash. Donc on voit que ce genre d'incident peut avoir des conséquences désastreuses. Il n'en a pas eu en Iran. On voit que la situation a été relativement bien maîtrisée. Très rapidement, il y a une structure de crise qui s'est mise en place avec le vice-président qui a pris sa fonction enfin, intérimaire de président de la République d'Iran. Et puis, on aura des élections dans les 50 jours qui ont suivi sa prise de fonction. Donc, on voit que la gestion de crise est bien contrôlée. On voit que, et quand la foule qui a accueilli la dépouille du président Raïssi à Téhéran montrait que malgré tout, les qualificatifs qu'on a appliqués à Raïssi, malgré tout, la population semble avoir, comment dire, ressenti cette perte. Donc, ça ne semble pas avoir donné lieu à une sorte de vide du pouvoir qui aurait permis à une opposition de se manifester et puis avoir un enchaînement de répression et d'actes révolutionnaires, si vous voulez. Donc, on peut considérer que cet incident est un accident, comme il y en a eu d'autres. Hein. Je rappelle qu'il y avait eu un ministre polonais qui était aussi tombé dans un crash d'avion en Pologne. Alors évidemment, ils avaient accusé la Russie, mais tout ça n'a jamais été documenté. On a eu de nombreux exemples de ces situations. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce stade sur cet accident. Je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser, pas ajouter de tragique à la situation déjà troublée et tourmentée du Moyen-Orient et essayer de calmer le jeu. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire dans nos régions en ayant un regard apaisé sur cette affaire et ne pas essayer, comme l'ont fait certains de nos médias d'ailleurs, d'essayer de monter la chose en épingle. On a l'impression que nos journalistes sont un peu assoiffés de sang quelque part. Évidemment, c'est leur business, il ne faut pas l'oublier, hein, ils vendent grâce à ça, mais je pense qu'il faut garder là un langage plus apaisé, plus tempéré et éviter d'accentuer la crise qui règne dans cette région du monde. Y a-t-il eu des images en fait de la chute de l'avion? Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'image de ce qui s'est passé. Donc, on a des images de l'épave. Ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, c'est une zone extrêmement montagneuse, très boisée, qui est pratiquement inhabitée, si vous voulez. C'est une région, on pourrait le comparer à certaines régions, d'ailleurs des Alpes. Hein. Vous avez en Suisse des régions qui sont très semblables à ça, qui sont très isolées. Ou aux États-Unis même, je me rappelle, dans les années 90, alors que j'habitais New York, il y a un avion de combat A-10 qui s'est perdu aux États-Unis même, et il a fallu presque une semaine pour le retrouver. Et un A-10, c'est un énorme avion. J'entends, c'est un avion de combat, c'est un chasseur de chars, comme on dit, qui est fortement blindé, qui a 2 réacteurs, donc on n'est pas sur quelque chose de petit. Et il a fallu quand même près d'une semaine aux forces américaines pour retrouver
Donc, pas simplement pour rejoindre l'épave, mais pour la retrouver, tout simplement. Donc, ça montre la difficulté qu'il y a à retrouver une épave dans une zone montagneuse, isolée. Et d'ailleurs, à cet égard, il peut être intéressant de noter que la Turquie a participé à la recherche de l'épave en mettant à disposition un drone stratégique de type Akinci qui a permis, grâce à ses senseurs thermiques, de retrouver l'épave. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est l'Iran qui a demandé à la Turquie de l'assister dans ce domaine. C'était une proposition d'ailleurs de la Turquie. Et la Turquie a dit que même si l'Iran ne l'avait pas demandé, ils auraient offert cette option. Donc, on voit que, indépendamment de l'événement en lui-même, on s'aperçoit que la solidarité dans cette partie du monde a transcendé les différences idéologiques, religieuses, politiques, pour faire un front commun à la situation à laquelle l'Iran faisait face. Donc, c'est un bon signe pour la stabilité de la région. Mais on voit que du côté occidental, il n'en a pas été exactement comme ça, parce que quand on regarde la réaction, par exemple, de Tony Blinken, qui a été interpellé devant une commission du Congrès, il a été et quand on lui a demandé, parce que on lui a reproché d'ailleurs, on a reproché au gouvernement américain de ne pas avoir profité de la situation en quelque sorte. Et là, Blinken dit que finalement, les Iraniens sont mieux avec un président mort. Donc, on voit qu'on a une manière assez cynique de voir les choses du côté occidental, assez morbide d'ailleurs, et on voit que du côté occidental, à l'inverse des pays du Moyen-Orient, il y a l'incapacité de prendre de la distance par rapport aux événements et puis de voir les choses avec un regard plus humain quelque part. Et ça nous concerne tous parce que, en réalité, en Occident, quand on a vu dans nos médias la réaction à la mort du président Raïssi, on s'est aperçu qu'il y a très peu de potentiel de compassion chez nous. On a une idéologie, des dogmes, et puis on réagit par rapport à ça et non pas par rapport à nos sentiments, j'allais dire, aux sentiments qu'on pourrait attendre d'être humain. Et ça fait partie d'ailleurs un petit peu de ce que nous reproche ce Sud global. Et comme je l'ai dit, finalement, cet événement est l'un des multiples événements de cette période qui soulignent l'écart croissant qu'il y a entre le monde occidental et le reste du monde, pas simplement pour des raisons économiques, politiques, etc., mais simplement dans la compréhension du monde, dans notre, comme disent les Allemands, la Weltanschauung, c'est-à-dire notre lecture du monde. Et on voit que le Moyen-Orient, comme d'autres régions du monde d'ailleurs, ont un regard qui est beaucoup moins dogmatique, beaucoup plus apaisé, avec beaucoup plus de recul, et on pourrait presque dire un regard beaucoup plus stratégique sur la situation du monde. Alors que les Occidentaux sont enfermés dans leurs dogmes, sont enfermés dans des sortes d'idéologies souvent étriquées d'ailleurs, dont ils ne parviennent pas à sortir, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler à propos du conflit palestinien ou même du conflit ukrainien. Autre effectivement événement où les Occidentaux, et en particulier Joe Biden, ont réagi très fermement, c'est quand il a dit que c'était une décision absolument scandaleuse, qu'il n'y avait pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. C'est la décision de la Cour pénale internationale, de la CPI, d'inculper le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, et trois dirigeants du Hamas, Aya Sinwar, Mohamed Deif et Ismaël Haniyeh, le 21 avril dernier. Que pensez-vous en fait de cette décision de la Cour pénale internationale et de la réaction occidentale? D'abord, il faut rappeler un peu qui sont ces personnages pour rappeler rapidement de qui nous parlons. Donc, on parle évidemment Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, qui est son ministre de la Défense. Et puis, du côté palestinien, d'Ismaël Haniyeh, qui est le chef politique du Hamas, qui est basé au Qatar. La direction politique du mouvement est au Qatar. Ensuite, Mohamed Deif, qui est le chef des brigades Ezzedine al-Qassam, donc le bras armé, si vous voulez, du Hamas, et puis Yahya Sinwar,
qui est le commandant militaire, le commandant, pourrait-on dire, de la zone de Gaza pour le Hamas. Donc voilà un petit peu ces personnages. Alors, évidemment, la question de la CPI, d'abord, il y a plusieurs questions qui sont là-dedans. Évidemment, il y a eu une vive réprobation de la part d'Israël, des États-Unis et d'ailleurs, même d'ailleurs des pays occidentaux. Mais peut-être pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière. Donc, il faut comprendre qu'on a actuellement deux procédures juridiques qui sont en cours, d'une certaine manière, pour répondre à la situation de la guerre de Gaza. On a d'une part la procédure de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est un organe des Nations unies. Donc c'est un organe qui est dévolu pour le règlement des litiges entre États, puisque c'est les Nations Unies. Donc, vous avez dans les Nations Unies, vous avez un exécutif qui est le Conseil de sécurité, vous avez un Parlement ou un législatif qui est l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis vous avez un judiciaire qui est la Cour de justice. Donc voilà, pour simplifier un petit peu le propos et pour comprendre le contexte de ces procédures juridiques. Alors, pour la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a déclaré qu'elle avait, sur la question de la possibilité d'un génocide, sur cette question-là, sur l'application, si vous voulez, de la Convention contre le génocide de 1948, l'Afrique du Sud avait un litige avec Israël. Et c'est le processus qu'on a vu dans la fin 2023, début 2024. C'était en fait pour la Cour de justice d'abord de vérifier qu'il s'agissait bien d'un litige entre deux États. Et c'est le cas que l'Afrique du Sud a présenté. Elle a dit qu'elle avait effectivement un litige. Donc il a fallu démontrer qu'elle avait un litige avec Israël. Et c'est finalement la déclaration de la Cour internationale de justice de fin janvier 2024 qui confirme qu'il y a bel et bien un litige entre l'Afrique du Sud et Israël sur l'application de la Convention du génocide, et puis par ailleurs qu'il fallait, à partir de ce moment-là, continuer à investiguer la possibilité ou l'éventualité ou la plausibilité d'un génocide à Gaza, de façon à voir pour résoudre le litige. Et la Cour internationale de justice a, par la même occasion, euh, imposé aux parties des mesures conservatoires qui devaient être l'arrêt des opérations militaires israéliennes, l'arrêt des bombardements, l'accès à l'aide humanitaire et l'assistance, parce que là aussi, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que dès lors qu'il y a la plausibilité d'un génocide, les pays qui entourent, enfin les pays de la communauté internationale, et là, en l'occurrence, ça concerne tous les pays des Nations Unies, ont l'obligation d'aider les parties à ne pas commettre de génocide, ou respectivement à empêcher la possibilité d'un génocide. Alors, effectivement, la communauté internationale s'est particulièrement distinguée à ne rien faire du tout. Alors, Israël, d'abord, a dit qu'il ne respecterait pas l'injonction de la Cour internationale de justice. Donc, ça, on pouvait s'y attendre parce qu'ils ne l'ont jamais fait ils n'ont jamais fait depuis 1947. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils respectent le droit international dès maintenant. Mais ce qui est plus surprenant, d'une certaine manière, c'est que les pays occidentaux n'ont rien fait pour faciliter l'application de l'injonction de la Cour internationale de justice, notamment le fait de cesser de financer l'UNRWA, qui était l'agence des Nations Unies responsable des réfugiés et particulièrement la principale, si pas la seule, organisation internationale dévolue au soutien des populations palestiniennes, notamment à Gaza. Et là, plusieurs pays, dont la Suisse par exemple, a cessé ces paiements, alors que d'autres, plus sages, comme la Belgique par exemple, a refusé d'arrêter de payer et a continué à financer l'UNRWA. Bien mal en a pris d'ailleurs pour la Belgique, parce que le lendemain de la déclaration de la Belgique qu'elle continuerait à financer l'UNRWA, le bâtiment de la coopération belge à Gaza a été détruit par une frappe israélienne.
On est dans le parrain 1, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Tu fais pas ce que je veux, je te frappe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça, c'est la Cour internationale de justice. Maintenant, on a la Cour pénale internationale. Alors, la Cour pénale internationale est un organe qui est associé, si vous voulez, au mécanisme onusien, mais qui ne fait pas partie des structures de l'ONU. C'est une cour pénale qui a été mise en place en 2004 avec, à la demande d'un certain nombre de pays, notamment des pays occidentaux, qui avait pour objectif de, non pas de condamner des États, mais de condamner des individus, notamment des dirigeants qui, lors de conflits, auraient enfreint le droit international, commis des crimes de guerre, commis tous les crimes qu'on peut imaginer en matière de droit international, ou de droit international humanitaire, ce qu'on appelait autrefois le droit de la guerre. Aujourd'hui, on appelle ça le droit humanitaire international. Donc, on a cette Cour pénale qui a été instituée, mais alors que pour la Cour internationale de justice, eh bien, de facto, l'ensemble des membres des Nations Unies sont sous la juridiction de cette Cour. Pour la Cour pénale internationale, sont associés ou sont sous la juridiction de cette Cour uniquement les pays qui ont approuvé, ratifié ce qu'on appelle le statut de Rome. Tous les pays n'ont pas signé et n'ont pas ratifié ce statut et ne sont donc pas dans la juridiction de la Cour pénale internationale. Parmi les pays qui ne reconnaissent pas l'autorité ou les juridictions de la Cour pénale internationale, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a Israël, il y a toute une sorte de pays. Donc maintenant, je n'ai pas exactement les chiffres en tête. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour pénale internationale, mais beaucoup de pays, surtout les pays occidentaux d'ailleurs, ne le reconnaissent pas. Donc on a une situation où la Cour pénale internationale théoriquement, ne peut agir que dans les pays ou contre les personnes qui reconnaissent sa juridiction. Moi, qui ai vécu à peu près 6 ans en Afrique, je sais que c'est une cour qui est très mal perçue en Afrique parce que on a finalement cette cour a jugé surtout, pas seulement, mais surtout des personnalités africaines. Et en Afrique, on a un peu l'idée qui est d'ailleurs pas complètement fausse, puisque récemment, le président ou le procureur général de la Cour pénale internationale a avoué qu'un politicien européen, maintenant je ne sais plus quel pays, il pourrait que ce soit les États-Unis, mais je ne pourrais pas l'affirmer, qu'un politicien européen avait dit que cette cour avait été créée pour juger des Africains, et puis des dictateurs genre Poutine. Bah, et c'est un peu, il faut avouer que c'est un peu la vision que nous avons en Occident. Nous avons une vision du droit qui est liée aux autres, pas à nous. Donc nous appliquons une justice aux autres. En fait, cette Cour pénale internationale, comment dire, a dépassé un peu les limites de sa juridiction lorsqu'elle a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Et elle l'a fait sous la pression manifestement des gouvernements occidentaux qui voulaient que ce soit fait, alors que je rappelle, la Russie ne reconnaît pas cette juridiction. La conséquence de ça, c'est que aujourd'hui, on est à Gaza dans une situation qui est bien pire que celle qu'on évoque à propos de Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine, en substance, on lui reproche d'avoir enlevé des enfants et en réalité, on lui reproche d'avoir retiré des enfants de la proximité du champ de bataille au Donbass. En substance, c'est ça. Ce qui en soi n'est pas un crime, mais on a transformé ça en détournement, enlèvement d'enfants, etc., etc. Enfin, bref. Je rappelle que des journalistes américains ont retrouvé ces enfants en Russie. Et ils ne sont pas du tout maltraités, bien au contraire. Ils ont été déplacés avec l'accord de leurs parents. Enfin, bref. Mais comme dans le climat actuel des relations internationales, comme je l'ai dit, on est dans un Occident qui réagit en fonction de ses idéologies, en fonction de ses idées reçues et non pas en fonction des faits. Donc, effectivement, c'est un problème pour le président russe. Mais le fait d'avoir créé ce précédent, c'est-à-dire d'être sorti hors de sa juridiction, a fait que lorsqu'on est à Gaza, dans une situation bien pire que d'avoir retiré les enfants du champ de bataille, en fait pour les protéger, eh bien là à Gaza on a l'inverse. On a des civils qui sont délibérément ciblés
puisqu'on utilise des armes qui sont manifestement inadaptées au type de menace que l'on essaye de combattre, et d'autant plus encore si on prétend que le Hamas se cache dans la population. Donc ça veut dire qu'on sait que quand on utilise des bombes de très gros tonnage, on va tuer de la population. Donc c'est l'usage délibéré d'armes inappropriées pour la situation à la fois tactique et stratégique à laquelle fait face Israël. Donc on est dans une situation bien pire. Donc la Cour pénale internationale ne pouvait pas faire autrement que de réagir à ça. Elle était prise à son propre piège d'une certaine manière. On a parlé de cette possible mise en accusation, si vous voulez, des dirigeants israéliens depuis l'année passée. Mais manifestement, la Cour pénale internationale, ou le procureur, si vous voulez, a probablement pensé qu'il ne pouvait pas faire ça sans, par ailleurs, mettre en accusation également les dirigeants du Hamas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a les deux dirigeants israéliens que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont mis en accusation, et puis les trois dirigeants du Hamas. Alors, tout d'abord, il faut préciser une chose, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt contre eux. Le procureur a fait, c'est Karim Khan, qui est le procureur responsable de la Cour pénale, il a fait une demande pour que des juges établissent des mandats d'arrêt pour ces personnalités. Ce qui fait que ces personnalités, eh bien, si elles se déplacent, notamment dans des pays qui reconnaissent la juridiction de la Cour pénale internationale, eh bien, ces dirigeants peuvent être arrêtés dans ces pays. C'est quelque chose d'important, on y reviendra par la suite. Donc, il n'y a pas encore de mandat d'arrêt. Hein. On est dans une demande de mandat d'arrêt. Alors, le gouvernement, et notamment M. Netanyahou, s'est bien entendu offusqué dans les médias, ça on peut le concevoir, mais c'est intéressant de voir l'argumentation qu'il avance, parce que c'est un peu le même type d'argumentation qu'Israël a évoqué à propos de son accusation de génocide à la Cour internationale de justice. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais nous, on est un pays démocratique et les autres ne le sont pas, donc finalement, pourquoi est-ce que vous nous condamnez, nous? Alors, c'est comme dans n'importe quel tribunal. On ne vous juge pas selon que vous soyez président ou pas. On vous condamne ou on vous juge en fonction de vos crimes. Et j'irais même dire que si Israël prétend être un pays démocratique, ses crimes sont encore plus graves que si c'est un mouvement de résistance qui, lui, est condamné à la résistance, puisque finalement, il n'a pas d'autre moyen d'action, surtout avec Israël, qui refuse de discuter avec la résistance palestinienne. Par conséquent, la seule issue ou le seul mode d'action possible, c'est l'action armée. Et c'est d'ailleurs exactement cette raison qui a provoqué le 7 octobre, puisque, je le rappelle, on ne le dit pas dans nos médias, mais c'est la rupture des négociations qu'il y avait entre les autorités palestiniennes, enfin le Hamas en l'occurrence, et Israël, par l'entremise du Qatar, sur la question de la libération des prisonniers détenus par Israël. C'est la rupture de ces négociations par Israël qui a poussé le Hamas, mais pas seulement lui, puisqu'il y a un groupe de mouvements palestiniens qui l'ont accompagné, qui ont poussé ce mouvement à aller chercher des prisonniers de façon à forcer Israël à négocier. Parce qu'il y avait plus, quand vous avez votre interlocuteur qui ne veut plus parler, qui rompt les négociations, quel est votre moyen? Et quand la communauté internationale ne fait rien, quand ni les Occidentaux, ni personne, ni les Arabes d'ailleurs, hein, il faut aussi le dire, ni l'Arabie saoudite, ni l'Égypte, ni personne n'a fait en sorte de pousser Israël à revenir à la table des négociations, vous n'avez pas d'autre moyen que la force armée. Et c'est cette situation qui a conduit le Hamas à déclencher son opération Déluge de l'Aqsa le 7 octobre. Donc, on est dans une situation très particulière et c'est cette situation, si vous voulez, elle montre une situation dissymétrique, pas asymétrique, mais dissymétrique entre Israël et le Hamas. Par conséquent, les réactions du gouvernement israélien sont presque incompréhensibles à certains égards, parce qu'il met presque en évidence l'incapacité d'un gouvernement élu démocratiquement de résoudre une situation autrement qu'en violant le droit international.
Donc c'est finalement beaucoup plus grave que simplement, n'est-ce pas, n'avoir rien dit. Donc on a un peu ce problème en Occident, c'est que, et d'ailleurs c'est le problème qu'on voit depuis le 7 octobre en Occident à propos d'Israël, on essaye de cacher les crimes et on n'essaie pas d'expliquer la raison pour, etc. Parce que d'abord, c'est inexplicable. Donc, on a un peu la tendance à vouloir enterrer ces crimes comme s'ils n'ont jamais existé, comme si tout ça, on est démocratique, donc tout est permis. Non, ce n'est pas le cas. Les États démocratiques ont plus d'obligations, presque, que les autres, en réalité. Parce que précisément, ils sont démocratiques, précisément, ils doivent servir d'exemple. Et c'est cette exemplarité qui doit être mise en avant. Et malgré tous les droits qu'on puisse avoir de se défendre, de se protéger, qui sont des droits légitimes pour tout le monde, mais il y a une manière de le faire. Et c'est cette manière qui est condamnée. C'est pas l'État d'Israël, parce qu'il est démocratique, qu'il est condamné. C'est l'État d'Israël, enfin pas l'État en l'occurrence, mais c'est les personnalités israéliennes qui sont condamnées parce qu'elles agissent mal, pas parce qu'elles sont démocratiques, mais parce qu'elles agissent mal. Et ça, d'un avis très largement partagé. Et d'ailleurs, demandé presque, enfin cette condamnation est demandée c'est probablement pour cette raison d'ailleurs que la CPI s'est sentie obligée de sortir de sa juridiction, parce que exactement comme dans le cas de Vladimir Poutine, la CPI n'a pas de juridiction sur Israël en réalité. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Donc en l'état, à ma connaissance, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Ceci étant, il y a des pressions énormes pour qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt promulgué contre les dirigeants israéliens. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, 12 élus américains, c'est-à-dire des parlementaires américains, ont fait une lettre qui d'ailleurs ressemble alors à une lettre de parrain mafieux. C'est assez sidérant de dire que si vous émettez un mandat d'arrêt, on viendra vous chercher, vous et votre famille. Il y aura des mesures de rétorsion. On est dans exactement ce qu'on voit dans les films. Hein. Et ça, c'est 12 élus américains. Alors bon, évidemment, il n'y a pas grande surprise. On retrouve des gens comme Ted Cruz, Marco Rubio, etc. Enfin, tous ceux qui sont les va-t-en-guerre américains que l'on connaît depuis quelques années, qui sont d'ailleurs tout aussi volubiles concernant l'Ukraine. Donc, on voit que les efforts qui sont faits actuellement pour faire pression sur la Cour pénale internationale, et c'est peut-être d'ailleurs ces pressions qui ont un peu aussi poussé la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale, avec l'affaire de Vladimir Poutine, avait perdu énormément de crédibilité. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que cette Cour, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les réactions, lorsque la Cour pénale internationale a émis le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Les Américains ont exulté. Joe Biden a félicité la Cour pénale internationale, a félicité l'institution, comme quoi il fallait une institution comme ça, etc., etc. Et maintenant que ça se fait contre Benjamin Netanyahu, on a exactement la réaction inverse. Donc ça veut dire en clair qu'on considère, comme le voient les Africains, très justement, que c'est une cour qui est à la disposition des Occidentaux pour, si vous voulez, conforter leur, on pourrait dire, hégémonie sur le reste du monde et que la Cour pénale internationale est en fait un instrument de la domination occidentale et non pas un organe de justice internationale. Et c'est probablement un petit peu pour sortir de défaut de crédibilité et après d'ailleurs la menace écrite adressée à la Cour pénale internationale. Et je rappelle que Donald Trump avait lui-même fait des menaces à l'égard de la Cour pénale internationale, alors que la Cour pénale internationale avait voulu émettre des mandats d'arrêt contre les auteurs de crimes de guerre en Afghanistan. Et Donald Trump s'était opposé à ça. Il y a d'ailleurs une loi aux États-Unis qui a été adoptée
qui est la loi pour la protection des personnels des services armés, qui dit très clairement que les Américains prendront toutes les mesures nécessaires, y compris la force, pour empêcher ou pour libérer des gens qui seraient arrêtés au terme de la Cour pénale internationale. Certains l'ont appelé cette loi la loi d'occupation de la haie, parce que ça veut dire que au terme de cette loi, les Américains se donnent le droit d'aller littéralement attaquer le siège de la Cour pénale internationale pour libérer des Américains ou des militaires américains qui auraient été mis en accusation par cette Cour. Donc on voit bien que du côté américain, cette Cour pénale internationale n'est rien d'autre qu'un instrument de la domination internationale. Et en définitive, les autres pays occidentaux vont un peu dans la même direction. Alors, ils n'ont pas de loi pour attaquer la haie, et puis c'est pas aussi extrême que ça, ils ne sont pas aussi exprimés de manière aussi exubérante contre la Cour pénale internationale, mais en gros, on est un peu dans cette situation parce qu'en réalité, les Occidentaux soutiennent les massacres d'Israël en Palestine. Et quand je dis d'ailleurs Palestine, il faut bien rappeler que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ne concerne pas seulement Gaza, mais concerne également ce qui se passe en Cisjordanie, qui est une violation également en continu, pourrait-on dire, du droit international, et ça avec l'approbation de tous les pays occidentaux qui n'ont jamais réagi à ça et qui continuent d'ailleurs à soutenir l'État d'Israël pour ses actions. Donc, on est, ce mandat d'arrêt et les réactions internationales sur ce mandat d'arrêt montrent ou soulignent, si vous voulez, le déséquilibre croissant qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. Alors, il est important de comprendre le phénomène de juridiction de la CPI parce que vous avez évoqué tout à l'heure la question de Ismaël Haniyeh, qui est, comme j'ai dit, l'autorité politique du Hamas et qui est hébergé ou qui est réfugié, on pourrait-on dire, au Qatar. Il y a eu des bruits selon lesquels les Américains auraient demandé au Qatar d'expulser Haniyeh. Alors, moi, je n'ai pas ce type d'information et j'ai même vu plutôt l'inverse, puisque je constate que la famille de Haniyeh se prépare à se déplacer au Qatar. Par conséquent, je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire, mais à ce stade, il ne semble pas que le Qatar, qui d'ailleurs n'a aucune obligation, hein, puisque de nouveau le Qatar ne reconnaît pas la juridiction de la CPI, par conséquent, le Qatar n'a aucune obligation par rapport au mandat d'arrêt qui n'a pas encore été, comme j'ai dit, puisque comme pour les Israéliens, ça n'a pas encore été fait, mais s'il y a un mandat d'arrêt, le Qatar n'a pas d'obligation de mettre en œuvre ce mandat d'arrêt. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est sur cette question-là. Si ce mandat d'arrêt était confirmé et était officialisé, quelles seraient les conséquences pour Netanyahou? Alors les conséquences pour Netanyahou et Yoav Gallant d'ailleurs, et pour les Palestiniens d'ailleurs, pour Ouais. les dirigeants palestiniens. Alors, la différence, c'est que les dirigeants palestiniens, ils sont déjà quelque part dans le collimateur des Occidentaux, donc ils vont pas venir s'amuser à aller en Europe, etc., parce qu'ils savent qu'ils pourraient être ciblés, voire éliminés. Donc, ça les concerne, si vous voulez, un peu moins. Mais les Israéliens ont des contacts réguliers avec leurs homologues occidentaux, se déplacent pas très souvent, beaucoup pour des raisons de sécurité d'ailleurs, mais enfin, ils se déplacent quand même. Et un mandat d'arrêt international, eh bien, limiterait leur possibilité de se déplacer. Mais en fait, ce ne serait pas le principal problème en réalité. Parce que je peux m'imaginer, par exemple, que Benjamin Netanyahu, pour aller aux États-Unis, il ne serait absolument pas inquiété, par exemple. Mais le vrai enjeu ici, c'est l'image d'Israël. Parce que depuis 1947, que Israël
ne respecte pas le droit international. Je rappelle que lorsque Israël a voulu entrer donc Israël est devenu indépendant en mai 1948, mais il n'est entré aux Nations Unies qu'une année plus tard. Et en 1949, lorsque Israël a voulu entrer aux Nations Unies, on lui a fait déclarer qu'il s'engageait, et l'État d'Israël s'est a déclaré s'engager à respecter dès lors le droit international. Parce que déjà à ce moment-là, Israël n'avait pas respecté le droit international, n'avait pas respecté les termes de la résolution 181, je crois que je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne. Et donc, depuis 1947, avant même qu'il existe, Israël ne respectait pas le droit international, si vous voulez. Et on lui a, donc c'est la raison pour laquelle, une des conditions, si vous voulez, pour qu'il soit accepté dans les Nations Unies, ça a été une déclaration selon laquelle il respecterait le droit international. Et depuis, eh bien, l'expérience montre qu'Israël n'a jamais respecté, mais n'a jamais subi de conséquences. Et c'est là où est la vraie conséquence pour Israël, c'est que pour la première fois, on lui fait subir les conséquences de ses actes. Pour la première fois, on dit ça suffit. Alors, à mon avis, on ne le fait pas suffisamment fort. On devrait être beaucoup plus catégorique. Euh, et d'ailleurs, à mon avis, ça rendrait service à Israël parce que Israël aura de moins en moins de crédit international. Et actuellement, ce qu'on fait en essayant de protéger et de cacher les crimes qui ont été commis à Gaza ne font que, comment dire, stimuler l'animosité pas seulement contre Israël, et c'est ça le drame d'ailleurs, mais aussi contre la population juive. Et on voit partout que les actes d'antisémitisme se multiplient. Je ne pense pas que ces actes d'antisémitisme soient liés à une vraie haine des Juifs, si vous voulez, mais liés au fait que on ne fait pas on ne rend pas justice à la situation et on essaye de finalement, d'une certaine manière, faire apparaître une forme d'immunité pour les Israéliens et que d'ailleurs que la stratégie de communication israélienne qui assimile anti-israélien, anti-sioniste, antisémite, tout ça est mis dans un même paquet. Résultat des courses, eh bien, c'est d'ailleurs ce que j'avais déjà averti du risque d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, c'est que à la fin, eh bien, il y a une confusion qui est créée dans l'esprit des gens et qui fait que aujourd'hui, ben, un juif, c'est un Israélien ou c'est un sioniste. Et on fait supporter à l'ensemble de la population juive, finalement, l'impact ou l'effet ou les conséquences, plus exactement, des décisions des dirigeants israéliens. Et ça, c'est dans la stratégie de communication qu'on a et qu'on a notamment en France, qu'on a un peu partout, où on assimile systématiquement l'antisémitisme à l'antisionisme, alors que ce sont deux choses qui sont fondamentalement différentes, en substance différentes, puisque l'antisionisme, comment dire, c'est un phénomène politique, alors que l'antisémitisme est un phénomène qui est à la fois raciste, qui est lié à la religion. Enfin bref, il y a toujours un peu difficile de définir, et même les juifs ont de la difficulté à définir le judaïsme comme soit un peuple ou une religion. Donc on va pas entrer dans cette discussion. Mais le fait est qu'en mélangeant ou en créant une confusion entre un mouvement politique et un mouvement ethnique, disons-le comme ça, eh bien, on met en première ligne la population juive, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Et c'est un petit peu le problème qui se pose actuellement. Et c'est un problème qui va affecter, à mon sens, Israël durant les décennies à venir. Et c'est là qu'est l'impact le plus grand, parce que, de nouveau, admettons que ces mandats d'arrêt viennent, comment fait-on après toutes les négociations qu'on veut faire? On les fera avec des criminels de guerre.
On les fait avec des gens qui sont accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou que sais-je. Donc, ça, vous voyez, les implications sont finalement énormes et beaucoup plus grandes. Elles sont peut-être pas physiques, il n'y a pas d'implication physique au sens militaire du terme, mais les implications politiques pour Israël sont énormes et ça pour les décennies à venir. Et ça, je pense que les dirigeants israéliens ne l'ont pas compris. Sont des gens qui ont l'habitude de travailler au niveau tactique, pas au niveau stratégique. Ils risquent de tomber de haut. Et ça risque d'être la même chose d'ailleurs pour tous les soutiens d'Israël qu'on a dans nos pays. Parce que, en définitive, eh bien, tout ce que, quand vous avez dit que Israël est l'armée la plus morale du monde, etc., eh bien, ça donne un nouveau sens au mot moral. Donc, on est dans une situation qui est, je pense, beaucoup plus sérieuse pour Israël. Et je pense, quant à moi, qu'Israël aurait été plus inspiré de mieux réfléchir à la stratégie qu'il a pour lutter contre la résistance palestinienne et envisager des solutions beaucoup plus politiques et pas des solutions militaires. Et quand je dis militaires, c'est des solutions brutales militaires. Parce qu'il pourrait y avoir des solutions militaires intelligentes. On a des exemples, et j'ai beaucoup travaillé sur la lutte contre la contre-insurrection. Ce jour-là, quand on voit les stratégies utilisées, notamment par les Britanniques dans les années 50, après ça a un peu changé, mais dans les années 50, début des années 60, on avait des stratégies qui étaient extrêmement, on était dans des contextes aussi différents, on était des contextes opérationnels différents aussi. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas été brutaux, hein. On a eu des exemples de répression extrêmement durs au Kenya, par exemple, et ailleurs. Donc les Britanniques ne sont pas des modèles dans tous les domaines, mais ils ont su par endroits appliquer des stratégies qui étaient extrêmement efficaces contre une résistance, tout en minimisant le nombre de morts. De nouveau, comme je l'ai dit, ils n'ont pas été obligés de raser Belfast pour régler le problème du terrorisme en Irlande du Nord. Donc, ce qui veut dire que les solutions militaires, il y a des solutions militaires intelligentes et puis il y a des solutions moins intelligentes. Le problème, c'est que les Israéliens ne semblent pas être sortis de ces possibilités moins intelligentes. C'est un problème, mais ils en supporteront sans doute les conséquences dans l'avenir. Alors, autre événement et autre question d'ailleurs politique, qui est la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège il y a quelques jours. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, 143 pays sur 195 reconnaissent l'État de Palestine. Il en reste 152, d'accord, qui n'ont pas reconnu la Palestine comme un État, et il y a l'ensemble des pays du G7 qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine, donc les États-Unis, Canada, Australie, Japon, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Euh, Quel est l'intérêt en fait de ces États de ne pas reconnaître en fait la Palestine comme un État? Alors, on voit ici sur cette carte en vert les pays qui reconnaissent l'État de Palestine et on constate effectivement qu'à quelques exceptions près, ce sont les pays occidentaux en réalité qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine. Alors, ça n'est pas très surprenant puisque de nouveau, ce sont les pays qui finalement ne condamnent pas les crimes de guerre commis par Israël, et ceci pas simplement depuis le 7 octobre, mais bien avant. Donc, euh, on est on est dans une sorte de continuité, si vous voulez. Il y a pas beaucoup de surprises là-dedans. Mais cette carte montre d'ailleurs et souligne quelque chose qu'on a déjà évoqué, c'est le hiatus croissant qu'il y a entre l'Occident et le reste du monde. Quand vous regardez la carte de ceux qui sanctionnent la Russie, par exemple, eh ben, vous aurez pratiquement la même carte. Quand vous regardez tous les pays qui condamnent les sanctions, etc., vous avez à peu près la même carte. Donc on voit toutes ces cartes finissent par se ressembler et montrent que l'Occident est actuellement en porte-à-faux avec la vision du monde qu'ont les pays non occidentaux. Alors,
En définitive, je ne pense pas que sur le plan concret, cette reconnaissance des trois pays, donc l'Irlande du Nord, pardon, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, je ne pense pas que c'est trois pays de plus. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. D'abord parce que la grande majorité des pays occidentaux qui tiennent un peu le couteau par le manche, eh bien, sont encore et toujours contre cette reconnaissance. Même la Suisse, d'ailleurs, c'est assez surprenant. La Suisse considère le moment n'est pas venu de reconnaître l'État de Palestine. C'est assez étonnant, mais ça correspond à un alignement toujours plus croissant de la Suisse avec ses partenaires occidentaux. Et c'est aussi une manière de montrer une sorte de perte d'indépendance, d'une certaine manière, en tout cas une perte d'indépendance intellectuelle et politique, qui se reflète d'ailleurs dans sa perte de crédibilité au niveau de la comment au niveau de la neutralité, par exemple. Donc voilà, donc je ne pense pas que ceci va avoir des conséquences pratiques déterminantes. En revanche, cela montre que euh, vous avez, ça montre pour Israël, ça souligne ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos du mandat, c'est-à-dire que Israël aujourd'hui perd l'audience qu'il avait de plus en plus. Il perd sa crédibilité, son discours ne porte plus, et on est dans une sorte de faillite stratégique, si vous voulez, d'Israël. Et ça renforce quelque chose que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises à propos d'Israël. Israël est un pays qui a combattu le terrorisme, et combattu tout court d'ailleurs, toujours tactiquement, mais jamais stratégiquement. C'est pas un pays de stratèges. C'est un pays c'est des pistoleros, c'est pas des stratèges. Et, ça, aujourd'hui, ça commence à se refléter dans j'allais dire, son environnement stratégique, et ça pourrait avoir des conséquences dans le futur. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Pour Israël, je pense qu'on est Israël n'a pas compris qu'il était un tournant des chemins. Alors bon, d'un certain côté, on pourrait dire tant mieux parce que je pense que le temps travaille pour les Israéliens, pour les Palestiniens. Et je pense que plus on avance comme ça, plus on avance à ne pas condamner Israël, plus on avance à ne pas aider Israël à revenir dans le chemin, si j'ose dire, du droit international, eh bien, plus on va dans cette direction, plus en fait on enfonce Israël. C'est un phénomène qui est très semblable à ce que les Occidentaux font avec l'Ukraine d'une certaine manière. Et ce qui se passe maintenant, c'est que Israël va de plus en plus dans la direction d'un État paria d'une certaine manière. On n'en est pas là, mais on va dans cette direction. Et je pense que c'est une situation qui qui ne va certainement pas servir Israël. Certainement pas. On a déjà une émigration de Juifs qui quittent Israël pour des raisons de sécurité, mais aussi parce ils ne se reconnaissent plus dans l'État qu'ils avaient rejoint, parce que le plus souvent, ce sont des gens qui sont, enfin, pas le plus souvent, pratiquement dans tous les cas, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, donc qui avaient des attentes par rapport à Israël, des attentes qui étaient sans doute exagérées, et c'est effectivement cette situation qui fait que les gens retournent dans leur pays d'origine de plus en plus. Et donc, on a un pays qui, j'ai évoqué ça à plusieurs reprises, ça n'est pas une menace, mais je pense que c'est une constatation, ou en tout cas un danger ou un risque auquel on devrait être beaucoup plus attentif et que l'on devrait prendre beaucoup plus au sérieux, mais c'est le fait qu'Israël pourrait effectivement à terme disparaître. Alors, on ne sait pas demain, c'est pas dans une année, c'est pas dans 2 ans, on est sans doute sur un délai plus lointain.
Mais si Israël continue comme ça, il va finir, il commence déjà, il s'est attiré pratiquement l'inimitié d'une grande partie du monde. Et ça, c'est pas parce qu'il est juif, c'est parce qu'il se comporte mal. Bon, c'est important de le dire. Le fait de toujours qualifier les critiques d'antisémites, finalement, cache derrière un argument fallacieux, le judaïsme, etc., ou l'antisémitisme. On se cache là derrière pour en fait masquer le fait que la réalité, c'est que, et les mandats de la CPI d'ailleurs le confirment, c'est que on a de plus en plus le sentiment qu'Israël et ses dirigeants se comportent mal. C'est ce comportement, pas la nature de l'État d'Israël, ni même la substance de son peuple qui est mise en question, c'est son comportement qui est remis en question. Je pense que c'est important de le dire parce que le fait de tout ramener à l'antisémitisme fait qu'on ne se pose plus les questions sur le comportement. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de la... on a vu les mêmes arguments d'ailleurs à la Cour internationale de justice et maintenant Benjamin Netanyahou à propos de la requête du procureur de la CPI. Cette idée qu'on est un pays démocratique, donc voilà, terminé. C'est-à-dire on n'arrive pas à remettre en question notre manière d'agir. Et c'est là qu'est le problème de fond, et c'est probablement ça qui conduira Israël à sa perte, parce qu'aujourd'hui, on a un Sud global qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus uni, qui a beaucoup plus de cohérence et de cohésion dans sa manière de voir le monde. Et c'est cette cohésion qui pourrait être fatale à Israël à terme. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui, et je pense que d'une certaine manière, le jugement de la CPI a, de ce point de vue-là, pourrait avoir un effet positif, en sens qu'il réveille un peu les consciences, qui permettent à tout le monde de se dire, maintenant il faut revenir sur le chemin normal. Il faut arrêter de penser que on est tout puissant, etc. Il faut revenir dans le chemin normal. Le problème, c'est que les États-Unis, malheureusement, n'ont pas réalisé ça. Ils sont encore dans l'illusion d'une toute-puissance. Et puis, finalement, ils cautionnent, et c'est eux qui, finalement, continuent à tenir le couteau par le manche, et ils cautionnent d'une certaine manière l'action israélienne. Et donc, tant que ces deux acteurs-là dans le contexte palestinien, mais aussi dans d'autres contextes d'ailleurs, tant que ces acteurs n'auront pas réalisé que le fait de se mettre, de ne pas respecter le droit international les met au banc de la communauté internationale, tant qu'ils n'auront pas compris ça, on s'acheminera dans une solution qui va amener la perte de l'un et de l'autre. Ouais, c'est ça, parce que ce qui est étonnant, c'est que effectivement, Israël, ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, ne respecte pas le droit international depuis 1947. Il y a 900 000 colons israéliens qui sont en situation d'illégalité. On sait également, d'ailleurs, on avait sorti un livre d'un négociateur palestinien, c'est-à-dire que les Israéliens veulent pas négocier en fait avec les Palestiniens. Le livre c'était Il n'y aura pas d'État palestinien. On l'avait sorti il y a une dizaine d'années et en fait c'est un état de fait. Et pourtant il y a encore 52 pays, d'accord, dont la plupart sont des pays européens occidentaux, qui en fait continuent finalement à soutenir cette politique israélienne. Comme la France et les États-Unis, on reconnaîtra l'État de la Palestine quand les deux États commenceront à négocier de façon stable et paisible. Ce qui est impossible. Ouais. Oui, c'est ça. On est dans le serpent qui se mord la queue. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que nos pays soutiennent les violations du droit international d'Israël. C'est ça c'est ça le résultat, parce qu'on se rend bien compte qu'on est dans une situation impossible, puisque les Israéliens ne veulent pas négocier. Et c'est pas seulement, d'ailleurs, comme je l'évoque dans mon livre, euh, c'est même les dirigeants des services secrets israéliens qui l'ont dit. Le gouvernement ne veut pas négocier avec les Palestiniens. Et c'est pas simplement une question de Hamas par Hamas. Hamas est devenu, si vous voulez, un petit peu le bouc émissaire de la résistance palestinienne.
En réalité, c'est pour ça que vouloir à tout prix lutter contre le Hamas et puis etc. N'a pas beaucoup de sens parce que le problème, c'est que les Palestiniens veulent récupérer leur terre et qu'il y a une résistance palestinienne. De nouveau, l'opération du 7 octobre, elle a été menée par une vingtaine de groupes et pas simplement par le Hamas. Donc on essaye toujours de focaliser là-dessus et puis de voir un méchant, etc. On a une représentation un petit peu et nos médias, et bon, après ça correspond un peu au niveau intellectuel de nos journalistes, mais nos médias tentent de nous présenter la réalité comme une sorte de bande dessinée, si vous voulez. Le problème est un petit peu plus complexe. Les Israéliens ne veulent pas négocier, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de l'opération du 7 octobre par les dirigeants palestiniens. Donc, effectivement, on tourne en rond. Et c'est ça qui est navrant. Il faut une fois casser ce cycle infernal. Et puis, peut-être que le fait de reconnaître l'État de Palestine est une manière de casser cette boucle qui finalement tourne à vide et d'imposer à Israël un partenaire parce que le monde reconnaît ce partenaire comme étant efficace. Voilà, donc on est dans cette situation-là, malheureusement. C'est comme je l'ai dit, comme on le voit exactement comme on le voit pour l'Ukraine, on a une sorte d'aveuglement des Occidentaux qui pensent que leur compréhension du phénomène, leur lecture du problème est finalement la réalité. Or, ça n'est qu'une lecture du problème. Ça n'est pas la réalité, et ça n'est certainement pas la réalité telle qu'elle est perçue dans presque trois quarts du monde, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites qu'il y a 50 pays, il y a 195 pays aux Nations Unies, il y en a 50 qui soutiennent Israël, donc grosso modo, 75% de la population du monde, de la population mondiale. Alors, au niveau population, ça représente d'ailleurs sans doute beaucoup plus, ça représente près de 90% de la population mondiale, voit le problème différemment. Donc, à terme, notre manière de voir les choses est perdante. C'est clair et net. Et c'est là où il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir au droit international, l'application du droit international, de façon à ramener l'Occident en général, mais dans le cas particulier, ramener Israël sur le chemin du droit international. Et je ne pense pas beaucoup me tromper, je ne me suis pas beaucoup trompé dans le passé pour expliquer ce qui arrive aujourd'hui. Je ne pense pas beaucoup me tromper aujourd'hui que si Israël ne revient pas dans le champ du droit international, Israël risque de disparaître. Alors, concernant la situation militaire à Gaza et en particulier à Rafah, alors il y a hier, les Nations Unies ont expliqué que la situation est de plus en plus désespérée à Rafah. Hier toujours, les chars d'assaut israéliens ont progressé dans le sud-est de Rafah, donc frontalière à l'Égypte. Et les États-Unis et la France disent qu'ils sont opposés à une offensive israélienne à Rafah. Or, il semblerait que cette offensive a commencé depuis plusieurs jours et qu'aucun pays occidental ne semble s'en offusquer. Qu'en pensez-vous? Concernant la situation militaire à Rafah, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, le fait que la résistance occidentale à l'intervention à Rafah a été une résistance très molle. Même les Américains qui, soi-disant, s'étaient opposés à l'idée d'une intervention militaire à Rafah et qui avaient menacé d'interrompre leur livraison d'armes si Israël intervenait à Rafah, eh bien, même ces menaces n'ont pas mis à été exécution. Donc, on voit bien que en Occident, l'idée qu'il faut soutenir Israël est plus importante que le respect du droit international. Ce qui n'est pas complètement illogique dans leur perception des choses, parce que de nouveau, nous vivons dans un monde occidental qui pense que c'est lui qui détermine le sort de l'humanité. On est dans cette mentalité qu'on avait déjà à la fin du 19e. En réalité, c'est l'esprit qui nous avait poussé à aller finalement coloniser le reste du monde d'une certaine manière. C'est l'idée que nous détenons la vérité et c'est nous qui, de ce fait-là, pouvons imposer aux autres impunément notre loi. Donc, on est un peu dans cette logique-là. Et parce que parallèlement à ce qui s'est déroulé à Rafah,
ces dernières semaines ont montré la découverte de nombreux charniers qui ont été causés par l'armée israélienne, où on a des enfants qui ont été tués à bout portant, manifestement, etc. On a vu, on voit bien qu'il y a eu de vrais massacres, des crimes de guerre, comme ce qu'on avait en Europe de l'Est durant la Deuxième Guerre mondiale avec les Einsatzgruppen. C'est un peu le même schéma euh, qui avait d'ailleurs la même finalité, hein, c'était de lutter contre la résistance. Donc, on essaye de terroriser la population en la décimant d'une certaine manière, et c'est exactement ce que les Israéliens ont fait à Rafah, et les nombreux charniers qui ont été découverts, qui ont suscité d'ailleurs l'horreur des Nations Unies, même si nos médias n'en parlent pas, euh, parce qu'en réalité, nous couvrons ça. C'est ça qui est dramatique. Je pense qu'il faudra un jour se pencher sur la manière dont nous avons traité l'information, parce que le fait de ne pas parler de ça, le fait de cacher ces crimes, c'est en fait une manière de les soutenir. Donc, c'est une situation déplorable pour l'Occident, déplorable pour l'état de la presse occidentale, déplorable pour l'état de la classe politique occidentale. Les civils continuent à mourir, comment dire, les barrages, parce que maintenant les Américains ont créé un pont artificiel, pardon, pas un port artificiel, pardon, un port artificiel pour acheminer de la nourriture à Gaza. Ce port n'a manifestement pas les capacités pour acheminer la quantité de nourriture nécessaire à la population de Gaza, mais enfin, au moins il a le mérite d'exister. Mais ce qui est très frappant, c'est que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté terre, à la frontière de Gaza, c'est la population israélienne qui fait barrage aux camions d'alimentation. Donc, on a, et là, il y a un phénomène qui est assez intéressant parce que on en a parlé à propos des mandats d'arrêt de la CPI. Alors, très clairement, il y a une responsabilité politique, hein, puisque c'est ce que reflète d'ailleurs cette demande d'avoir des mandats d'arrêt. Mais la population israélienne est impliquée là-dedans. Donc, on a quelque chose qui est d'ailleurs assez surprenant parce que on se rappelle les images de 1945 lorsque les Alliés avaient fait visiter les camps de la mort par la population allemande. Et la population allemande avait été choquée de ce qu'elle a vu. La population allemande ne savait pas ou était tenue dans l'ignorance ou pensait autre chose. Enfin bref, mais ils n'avaient pas réalisé le, les dégâts ou les crimes qui étaient commis à proximité de leur village, etc. Alors en Israël, on a exactement l'effet inverse. La population participe. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, il y a certainement des Israéliens qui sont opposés à ça et qui sont contre, etc. C'est tout à fait clair. Mais, en l'occurrence, ceux qui empêchent l'entrée des camions de soutien alimentaire à la population de Gaza sont des civils, ce sont des Israéliens. Et l'armée israélienne laisse faire, Yoav Gallant laisse faire tout ça. Je crois que tout récemment, il a quand même donné des consignes pour que ces barrages soient levés et puis qu'on laisse passer les camions d'alimentation. Depuis d'ailleurs la menace d'émission de mandat d'arrêt, ce qui prouve qu'il est quand même un petit peu inquiet de ce qui pourrait se passer, mais c'est significatif de voir qu'on a la gestion, si vous voulez, de ces crimes de guerre n'est pas simplement un phénomène dirigé depuis le haut par des dictateurs, entre guillemets, comme l'a dit Benjamin Netanyahu, c'est une démocratie, mais c'est cette démocratie qui se comporte mal, du coup. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de la perception qu'on va avoir d'Israël. Ce n'est pas simplement les dirigeants. Quand on a dénazifié l'Allemagne, eh bien, on a éliminé ses dirigeants et le problème a été en partie réglé, en grande partie réglé. Tandis que là, on est sur quelque chose de différent.
Et donc, c'est ça ce qu'il faut observer avec attention aujourd'hui, parce que c'est ça qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme et sur la place ou la perception que le monde pourrait avoir d'Israël et la place du coup qu'Israël pourrait avoir dans le monde par la suite et de son existence du même coup. Donc, je pense qu'on est sur des questions qui ont des répercussions sur le long terme, qui sont sans doute plus graves que celles qu'on veut bien voir. Et je pense que si on veut préserver l'existence d'Israël, préserver sa nature, eh bien, je pense qu'on devrait vraiment se pencher sur la manière dont l'action des Israéliens, d'Israël, du gouvernement, etc., à l'égard des Palestiniens se manifeste. Je rappelle qu'en Cisjordanie, évidemment, nos médias n'en parlent jamais, mais là aussi, la population israélienne est en fait plus royaliste que le roi, hein. Et on a exactement le même phénomène. Donc, il y a vraiment des questions à se poser sur la manière dont est gérée la question palestinienne en Israël et pas seulement par le gouvernement israélien. Et avez-vous des informations sur les combats actuellement entre l'armée israélienne et les armées palestiniennes? Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails qui concernent les combats parce qu'il il y a beaucoup d'événements tactiques, etc., qui sont intéressants pour l'expert, mais que on pourrait peut-être traiter une fois dans une vidéo spécifiquement dédiée à ça. Mais en substance, l'armée israélienne qui avait essayé d'isoler la partie nord de la bande de Gaza de la partie sud, et qui a essayé d'assainir, entre guillemets, la partie nord, eh bien, en réalité, elle se trouve exactement devant la même menace qu'à l'époque où elle a essayé d'entrer dans Gaza. Eh bien, la résistance a surgi et les Israéliens sont en sécurité absolument nulle part. L'armée israélienne ne maîtrise aucun des territoires qu'elle a occupés, qu'elle a détruits et qu'elle a, soi-disant, nettoyé. Aucun. La résistance palestinienne est active dans chacun de ces territoires, à chaque présence, même souvent à quelques mètres des militaires israéliens, et le chiffre des pertes est absolument énorme. Grosso modo, de nouveau, il faudrait peut-être être très, comment dire, je préfère une analyse plus fine, disons. Mais en gros, si on compare ce qu'on observe sur les vidéos, parce que la résistance palestinienne émet quotidiennement, régulièrement, des vidéos sur chacune de ses actions. Donc, les actions palestiniennes sont très bien documentées. Et on arrive à avoir une image assez fidèle, je pense. Je ne suis pas sur place, mais j'imagine que c'est une image assez fidèle de la situation opérationnelle à Gaza. Et si on compare le nombre de victimes israéliennes, donc de militaires israéliens tués ou en tout cas touchés dans ce conflit, et les déclarations du gouvernement israélien, on a un taux de perte qui est, une différence, si vous voulez, qui est de 1 à 20 ou 1 à 10 ou 1 à 20 selon les cas. C'est-à-dire que pour une personne tuée évoquée par le gouvernement israélien, il y en aurait en réalité 10. Et s'il y a une personne blessée, eh bien, il y en a en réalité 20 si on observe, si on s'en tient aux documents vidéo qu'on a. Donc, on a effectivement un taux de perte qui est sans doute beaucoup plus important que ce qu'Israël annonce. L'armée israélienne ne maîtrise rien du tout. C'est une armée qui n'est pas habituée à ce genre de conflit. C'est une armée qui a été construite pour attaquer, mais pas pour combattre à courte distance, si vous voulez. C'est pas une armée de combat rapproché. C'est une armée qui a été instruite et préparée pour combattre, pour attaquer, pardon, et pour attaquer les voisins. Donc aujourd'hui, ils sont, et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Israéliens occupent Gaza occupaient
Gaza depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils avaient enfermé les Gazaouis dans la bande de Gaza et ils essaient de les contrôler depuis l'extérieur parce qu'ils n'ont pas la capacité de maîtriser les Gazaouis depuis l'intérieur et ça se manifeste aujourd'hui. Donc et il n'y a jamais eu vraiment de stratégie pour euh, contrer ce type de menace. Israël n'a jamais vraiment formulé de vraie stratégie pour ça et ça se voit. C'est la raison pour laquelle ils sont en échec. Les Palestiniens sont euh, d'une certaine manière beaucoup plus stratèges que les Israéliens. Et les Palestiniens sont plus stratèges que les Israéliens. Et ils ont montré, et on constate aussi, que les structures de conduite fonctionnent et la coordination entre les différents groupes de résistance fonctionne très bien. Par conséquent, les Israéliens n'ont non seulement atteint aucun des objectifs qu'ils s'étaient formulés en octobre, mais en plus de ça, on voit que les Palestiniens ont une capacité de résilience et une capacité d'avoir une redondance dans la conduite opérationnelle qui est remarquable. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération Déluge d'Al-Aqsa aux éditions Macmillan. Merci.